Attaquons-nous maintenant au deuxième objectif d'apprentissage associé à ce chapitre. Cet objectif d'apprentissage, le voici: comprendre et savoir illustrer le processus d'individualisation ainsi que l'évolution des formes de solidarité en connaissant la distinction classique entre solidarité mécanique et solidarité organique. Alors que le précédent objectif d'apprentissage portait sur des notions et des typologies, nous allons ici nous attacher à comprendre, c'est-à-dire savoir expliquer, et savoir illustrer, c'est-à-dire donner des exemples précis de quoi? De deux processus: l'individualisation d'une part, et l'évolution des formes de solidarité d'autre part. Dans le souci d'être le plus clair possible, nous allons analyser séparément ces deux processus, mais il faut d'emblée remarquer qu'ils ont partie liée, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et vous le savez d'ores et déjà, car c'est une petite musique qu'on qualifierait en sociologie de représentation de sens commun, une petite musique donc qu'on entend souvent. Vous comprenez, mon petit monsieur, les Français sont de plus en plus individualistes, la société est de moins en moins solidaire. Vous le savez, ma petite dame, les gens sont centrés sur eux-mêmes, ils ne pensent qu'à eux, et le souci de l'autre a disparu. Constatons une chose ensemble. Dans le sens commun, c'est-à-dire dans les représentations du monde communément admises et hors de toute analyse scientifique, dans le sens commun donc, l'individualisme est assimilé à l'égoïsme. Et le développement de l'individualisme produirait un recul de la solidarité au sens de souci de l'autre. Cette représentation de sens commun, il faut la garder en tête, car précisément, notre analyse va nous permettre de l'enrichir, de la nuancer, voire de la dépasser. Mais le questionnement de départ restera le même. Comment une société d'individus peut-elle exister? Autrement dit, comment des personnes attachées à leur autonomie de décision et à leur singularité peuvent-elles vivre ensemble? Présentons dès maintenant deux différences fondamentales entre la réponse de sens commun et la réponse de cette sociologique, la réponse de l'analyse sociologique à cette même question, je la répète: comment une société d'individus peut-elle exister? Comment des personnes attachées à leur autonomie de décision et à leur singularité peuvent-elles vivre ensemble? D'abord, la littérature en sociologie, c'est-à-dire les écrits de sociologues sur ce sujet, cette littérature sociologique, elle ne mobilise pas les mêmes définitions des notions associées à cette question. Alors que le sens commun assimile l'individualisme à l'égoïsme et l'individualisation à la montée des égoïsmes, alors que ce sens commun définit également la solidarité comme l'entraide et le souci de l'autre, la sociologie donne, nous le montrerons dans un instant, un tout autre sens à ces notions d'individualisme, d'individualisation et de solidarité. La première différence donc entre sociologie et sens commun, elle se cristallise sur ce point. Les termes de la question sont les mêmes, mais ils ne sont pas définis de la même façon. Ensuite et surtout, la sociologie s'abstient de tout jugement de valeur sur les formes et l'évolution de ces deux processus: individualisation et transformation de la solidarité. Le sens commun, lui, véhicule généralement une conception péjorative, c'est-à-dire négative et pessimiste de ces deux processus. Pour le dire en des termes un peu caricaturaux, les gens sont plus individualistes, c'est mal, et notre société va devenir de moins en moins solidaire, c'est mal et c'est une direction certaine. Voilà ce que nous dit le sens commun. Eh bien, nous prouverons dans quelques minutes que les travaux en sociologie invitent à complexifier ces constats de sens commun et à mettre à distance le jugement de valeur de sens commun à propos de l'individualisation et de l'évolution des formes de solidarité. À ce stade de la réflexion, rappelons la formulation de l'objectif d'apprentissage à examiner et dressons un plan de traitement. Pour comprendre et savoir illustrer le processus d'individualisation ainsi que l'évolution des formes de solidarité en connaissant la distinction classique entre solidarité mécanique et solidarité organique, eh bien nous proposons un plan en deux parties visant à répondre à deux questions. La première, la voici: qu'est-ce que l'individualisation? Et la deuxième, fort logiquement, comment les formes de solidarité ont-elles évolué dans les sociétés occidentales? Voilà notre plan de traitement.
Examinons dès maintenant la première question. Qu'est-ce que l'individualisation ? Pour le savoir, il faut d'abord se demander ce qu'est l'individualisme. Un point de vigilance immédiat, j'insiste, la définition de la notion d'individualisme n'est pas requise dans le programme. Vous n'aurez donc jamais à répondre à une question comme « expliquer ce qu'est l'individualisme ». En revanche, savoir ce qu'est l'individualisme est un préalable pour, et c'est notre objectif d'apprentissage, est un préalable pour comprendre et savoir illustrer le processus d'individualisation. Alors qu'est-ce que l'individualisme ? Eh bien, dans le sens commun, je rappelle que l'individualisme est assimilé à la préoccupation de soi, à l'égoïsme. La sociologie donne une toute autre définition de l'individualisme. Je vous donne d'abord la définition la plus précise avant de vous livrer une définition made by Pastol, plus simple, mais j'espère juste néanmoins. L'individualisme en sociologie, c'est la représentation de la vie sociale qui consacre l'autonomie de l'individu et son primat par rapport à ses groupes d'appartenance et à la société globale à laquelle il appartient. Voilà la définition assez commune dans la littérature et assez établie. Une définition simplifiée peut être proposée sous la forme suivante. L'individualisme, c'est la représentation du monde selon laquelle l'individu en lui-même compte plus que les groupes sociaux et la société auxquels il appartient, et c'est également la représentation du monde pour laquelle l'autonomie de cet individu est plus déterminante que les liens qui le rattachent à ces groupes sociaux d'appartenance et à la société dont il est membre. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Maintenant que nous savons ce qu'est l'individualisme, qu'est-ce que l'individualisation ? L'une des deux notions centrales de cet objectif d'apprentissage. Là encore, très simplement, l'individualisation peut être définie comme un processus historique de transformation des sociétés modernes par l'autonomisation et la singularisation des individus les composants. Je m'appuie ici sur une reconstruction, j'espère fidèle, une reconstruction de la définition de la notion proposée par le sociologue Christian Le Barthes dans un petit livre de synthèse intitulé, cela tombe bien, « L'individualisation ». Je répète cette définition. L'individualisation est un processus historique de transformation des sociétés modernes par l'autonomisation et la singularisation des individus les composants. Eh bien, cette définition, nous allons l'examiner terme à terme. L'individualisation est un processus historique. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mouvement inscrit dans l'histoire et qui se poursuit. Christian Le Barthes montre que ce mouvement s'est déroulé en deux étapes. D'abord, un processus d'individuation, c'est-à-dire un processus d'autonomisation des individus par émancipation de l'emprise que pouvaient avoir sur les façons de faire, de penser et d'être les tutelles traditionnelles qu'étaient les communautés villageoises, les églises notamment. Pour le cas de la France, nous pourrions, à très grands traits, situer ce processus d'individuation de la fin du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle. Et, n'ayez crainte, nous allons expliquer plus en détail ce qu'est ce processus d'autonomisation dans un instant. Je rappelle, autonomisation, c'est l'individuation, nous dit Christian Le Barthes. L'individualisation est un processus historique qui a d'abord procédé par individuation, puis individualisation à proprement parler, c'est-à-dire un processus qui combine autonomisation des individus, première étape dite d'individuation, et singularisation de ceux-ci. À grands traits encore, Le Barthes situe le déploiement de ce processus à partir des années 1960. Le deuxième groupe de mots à expliciter dans notre définition, c'est le suivant. L'individualisation est un processus de transformation des sociétés modernes. Deux éléments importants ici. Le premier, c'est que nous nous intéressons à un processus qui concerne la société dans son ensemble, et non pas seulement les particules élémentaires de cette société que sont les individus. Ensuite, ce processus a concerné, nous dit Le Barthes, les sociétés modernes. Moderne en sociologie ne renvoie pas à une période donnée.
En effet, pour le dire très rapidement, il y a aujourd'hui, au XXIe siècle, des sociétés modernes et des sociétés dites traditionnelles. Une société traditionnelle est une société qui est organisée par la tradition. Alors qu'une société moderne, c'est une société au sein de laquelle la tradition ne joue plus un rôle organisateur central. La tradition, c'est le fait de faire ce qu'on fait parce qu'on a toujours fait ainsi. Dans les sociétés traditionnelles, on se marie, on se répartit les rôles sociaux, on produit économiquement, on fonde des familles comme on l'a toujours fait. On fait ce qu'on fait parce qu'on a toujours fait ainsi. A l'inverse, dans notre société moderne, car la société française est bien une société moderne, dans notre société moderne, les traditions existent, mais elles ne constituent pas des lignes directrices que chacun doit suivre sans dévier. Dans notre société moderne, on innove, on invente, on fait ce qu'on fait, non pas parce que nos arrière-grands-parents, grands-parents et parents faisaient ainsi, mais parce qu'on a décidé de faire ainsi. Notre société moderne s'est largement émancipée de la tradition. Voilà la deuxième unité de sens très importante dans notre définition. L'individualisation est un processus historique de transformation caractéristique des sociétés modernes et non pas des sociétés traditionnelles. Reprenons la définition. L'individualisation est un processus historique de transformation des sociétés modernes par l'autonomisation et la singularisation des individus les composants. Autonomisation des individus. Troisième temps dans notre analyse de cette définition. Que recouvre concrètement cette autonomisation des individus ? Vous savez d'ores et déjà que l'autonomisation consiste en l'émancipation des tutelles traditionnelles. Eh bien, dans les sociétés traditionnelles, les communautés villageoises, les tribus, les clans, les familles élargies, les églises, etc., avaient une emprise sur la vie des individus. Elles transmettaient verticalement, si vous voulez, des normes et des valeurs. La vie était finement réglée par les prescriptions, les consignes, les injonctions, appelez-les comme vous voulez, les injonctions de ces tutelles. Christian Le Barthes évoque de nombreux exemples d'autonomisation. Développons un premier exemple et rappelons que le mariage d'amour, le fait de choisir soi-même son mari ou sa femme par amour, eh bien c'est une invention récente. En effet, le mariage arrangé par les familles, selon des préconisations religieuses également, ce mariage arrangé a été la forme normale du mariage des siècles durant. Le recul, voire la quasi-disparition de ces mariages arrangés dans notre société, est bien un signe que les individus s'autonomisent. Le Barthes rappelle aussi qu'un des mouvements d'autonomisation les plus visibles a opéré en matière politique, l'individualisation du vote. Cela nous paraît évident aujourd'hui, mais sachez que pendant très longtemps, le vote, le fait de glisser un bulletin dans l'urne et d'avoir choisi ce bulletin, le vote était un acte plus collectif qu'individuel. Entre autres faits, l'historien Alain Garrigou, dans Histoire sociale du suffrage universel en France 1848-2000, nous rappelle que jusqu'au début du XXe siècle, il était courant que des notables, c'est-à-dire des personnes influentes, des propriétaires terriens, c'est-à-dire des personnes qui possédaient la terre agricole, ou des curés, il était courant que des notables, des propriétaires terriens ou des curés emmènent au bureau de vote un groupe de citoyens, par exemple des paysans, peu ou pas lettrés, c'est-à-dire qui ne savaient pas ou peu lire et écrire, et qui leur donnent une consigne de vote. Vous votez pour tel ou tel candidat. Garrigou rappelle aussi que jusqu'en 1913 au moins, le vote n'était pas ou peu secret. Il n'y avait pas d'isoloir, vous savez, cette cabine de drap qui permet de glisser son bulletin dans l'enveloppe à l'abri des regards. Comme on votait aux yeux de tous, eh bien on était sujet à la pression de telle ou telle personne influente, et la décision de l'électeur n'était donc pas tout à fait un choix individuel.
Résumons ce point. Nous pouvons illustrer le processus d'individualisation dans sa dimension d'autonomisation au travers de deux exemples. D'abord, le remplacement du mariage arrangé par le mariage d'amour, soit le passage du mariage subi au mariage choisi qui manifeste bien, on est d'accord, l'existence d'une autonomie individuelle. L'autre exemple, il est à trouver dans le vote. De partiellement collectif et largement sous contrôle, le vote est progressivement devenu un acte individuel et libre, ce qui manifeste là encore l'existence d'une autonomie de l'individu vis-à-vis de ses tutelles. Passons au quatrième et dernier temps d'analyse de notre définition. L'individualisation est un processus qui repose sur la singularisation des individus. Que recouvre concrètement cette singularisation ? Eh bien, elle se manifeste par la volonté d'afficher, et vous pouvez noter cet élément de définition, la singularisation, elle se manifeste par la volonté d'afficher sa différence individuelle et son attachement à se réaliser soi-même. Disons-le de façon un peu simplificatrice, mais nous y sommes contraints. L'individu singularisé, c'est celui qui veut être lui-même, qui part en quête de son moi authentique. Je vous ai jusqu'alors proposé, je pense, des exemples et des définitions facilement compréhensibles. Je vous demande ici un surcroît d'attention car l'idée est plus difficile à saisir et surtout les exemples proposés par le Barthes sont trop complexes pour que je vous les présente comme tels. Je vais mettre en avant deux illustrations de la singularisation individuelle, la singularisation des individus. Le premier exemple, il est lié à la pratique religieuse. Les travaux sociologiques qui portent sur la pratique religieuse convergent pour dire, c'est-à-dire vont dans la même direction pour reconnaître qu'ils convergent sur le constat que la pratique religieuse se privatise et se personnalise. Cela signifie tout simplement que de plus en plus de personnes croient et pratiquent en se passant des églises, quelles qu'elles soient. Je rappelle qu'en français, les églises désignent l'ensemble des groupements religieux, quels qu'ils soient. Et ce terme ne renvoie pas qu'aux églises, avec une majuscule, aux églises chrétiennes. Croire et pratiquer une religion sans fréquenter les églises, cela veut dire ne pas fréquenter de lieux de culte, comme une mosquée ou une synagogue. Cela veut aussi dire ne pas appartenir à la communauté de croyants qui se réunit dans ce lieu de culte. Et cette mise en retrait des églises, elle se combine souvent avec une transformation de la pratique religieuse par rapport au canon, à la pratique religieuse traditionnelle. Quand je crois et que je pratique de mon côté, eh bien j'ai tendance à ne pas me conformer à toutes les dimensions d'une pratique religieuse classique. Les sociologues de la pratique religieuse notent ainsi l'essor de croyances qui mêlent plusieurs principes religieux. Ils remarquent aussi l'invention de nouveaux rites ou à l'inverse, la disparition de certains rites de la pratique religieuse de ces individus singularisés. Par exemple, une personne peut tout à fait aujourd'hui se déclarer chrétienne, juive ou musulmane sans respecter les interdits alimentaires ou les périodes de jeûne traditionnellement associées à sa religion. Cet individu développe une pratique religieuse toute personnelle, alors que sa pratique serait vraisemblablement plus traditionnelle, plus classique, si elle fréquentait une église. Voilà en quoi consiste cette privatisation et cette personnalisation de la pratique religieuse. Tout se passe comme si un nombre croissant d'individus pratiquaient non pas une religion, mais leur religion. Une religion qui leur est propre, personnelle, et c'est ça la singularisation. Le deuxième exemple simple de singularisation que je peux donner, il se situe dans l'espace du couple. De nombreux sociologues, dont Jean-Claude Kaufmann, ont fait le constat que la mise en couple réduit, peut-être moins qu'avant, l'autonomie individuelle.
Je vais être très caricatural et j'en suis désolé, mais tout se passe comme si de plus en plus de couples se formaient sur le modèle du 1 plus 1 égale toujours 1 plus 1, alors que les couples se formaient peut-être davantage avant sur le modèle du 1 plus 1 égale 2, les individus fusionnés par la mise en couple. Kaufmann repère l'expression des singularités dans le couple dans ces petits agacements qui parsèment la vie à deux, y compris dans les couples les plus stables, les plus fusionnels. La source de ces petits agacements, ce sont, et voilà des exemples donnés par Kaufmann lui-même, ce sont les chaussettes de l'un des membres du couple qui traînent ou les produits de beauté de l'autre membre du couple qui s'entassent sans jamais être rangés autour du lavabo. Voilà ces petites choses qui sont de tout petits agacements auxquels nous pourrions facilement remédier pour limiter la frustration de notre conjoint ou de notre conjointe. Mais, nous dit Kaufmann, si nous laissons sciemment traîner nos chaussettes ou nos produits de beauté sur le lavabo, c'est peut-être parce que nous ne voulons pas toujours nous conformer aux injonctions de notre conjoint ou de notre conjointe. Rester maîtresse et maître de nos faits et gestes, en un mot, rester nous-mêmes dans le couple, nous dit Kaufmann. L'expression des différences individuelles au sein du couple, voilà notre deuxième illustration du phénomène de singularisation. Résumons ce point. Nous pouvons illustrer le processus d'individualisation dans sa dimension de singularisation au travers de deux exemples. La privatisation et la personnalisation de la pratique religieuse d'une part, l'expression de la singularité dans le couple d'autre part. Il est temps pour nous de dresser un bilan de cette première partie. À la question « Qu'est-ce que l'individualisation ?», nous répondons que l'individualisation est un processus historique de transformation des sociétés modernes par l'autonomisation et la singularisation des individus les composants. Nous mettons en avant deux exemples d'autonomisation et deux exemples de singularisation. Pour l'autonomisation, nous retenons l'exemple du mariage et celui du vote. Le mariage d'amour, le mariage choisi, a largement remplacé aujourd'hui le mariage arrangé, le mariage qu'on pourrait dire subi. Le vote collectif et sous contrôle n'existe plus en tant que tel. Voter est largement devenu un acte libre et individuel. Tout ceci signale bien une autonomisation des individus, c'est-à-dire leur autonomisation, leur émancipation vis-à-vis des tutelles traditionnelles. Pour la singularisation, nous retenons deux exemples. L'exemple d'abord de la pratique religieuse, elle s'est en partie privatisée et personnalisée. L'exemple ensuite de la vie en couple. Le couple paraît laisser de plus en plus aujourd'hui la place à l'expression des singularités. Et tout ceci, pratique religieuse et vie en couple, signale bien une singularisation des individus, c'est-à-dire leur volonté de préserver leurs différences individuelles dans le couple, comme dans la pratique religieuse. Passons maintenant à la seconde phase du cours et à la réponse à cette question: comment les formes de solidarité ont-elles évolué dans les sociétés occidentales ? De fait, la sociologie en tant que discipline naît de cette interrogation et nous pourrions la reformuler en des termes qui vous sont plus familiers. Première reformulation, sur quoi repose, et c'est notre question, sur quoi repose le lien social dans une société désormais composée d'individus ? Autrement dit, sur quoi repose le lien social dans une société moderne ? Car oui, vous l'avez compris, alors que le sens commun définit la solidarité comme l'entraide, le souci de l'autre, pour la sociologie, la solidarité, c'est un synonyme de lien social. Le lien social comme ensemble, je le rappelle, des attaches matérielles et immatérielles liant un individu à d'autres individus ou à un groupe social, quel qu'il soit, groupe primaire, groupe secondaire ou société globale. Notre question est donc: comment les formes de solidarité ont-elles évolué dans les sociétés occidentales ? Nous situons notre analyse dans l'espace pour éviter des généralisations abusives.
nous nous intéressons aux sociétés occidentales et seulement à ces sociétés. Et nous pouvons remarquer d'ores et déjà qu'une large part des premiers travaux sociologiques est consacrée à l'examen de cette question. Cette question est par exemple au cœur de l'ouvrage principal du fondateur de la sociologie en France, Émile Durkheim. Il écrit dans De la division du travail social « Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société? Comment peut-il être à la fois plus personnel et plus solidaire ?» La formulation de ces questions ne laisse pas place au doute. Pour Émile Durkheim, il n'y a pas disparition, mais reconfiguration de la solidarité dans les sociétés modernes, dans ces sociétés d'individus. Et c'est bien l'idée qu'il défend dans la préface de ce livre, de la division du travail social. Et nous pouvons poursuivre notre lecture du grand Émile. Comment se fait-il, nous dit-il, que, tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société? Comment peut-il être à la fois plus personnel et plus solidaire? Car, poursuit-il, il est incontestable que ces deux mouvements, si contradictoires qu'ils paraissent, se poursuivent parallèlement. Tel est le problème que nous nous sommes posés. Il nous a paru que ce qui résolvait cette apparente antinomie, c'est une transformation de la solidarité sociale. Voilà l'expression. Transformation de la solidarité sociale due au développement toujours plus considérable de la division du travail. Voilà comment nous avons été amenés à faire de cette dernière l'objet de notre étude. Dans les minutes qui suivent, nous allons expliciter cette annonce de problématique de recherche, l'une des plus célèbres de la sociologie. Durkheim va nous fournir la clé pour comprendre ce qu'est la transformation de la solidarité sociale, ici soulignée en gras, et ce que le programme nomme l'évolution des formes de solidarité. En simplifiant à l'extrême, voilà le schéma d'analyse qu'Émile Durkheim nous propose. Il montre qu'une solidarité mécanique opère dans les solidarités traditionnelles, alors qu'une solidarité organique opère dans les sociétés modernes. La solidarité mécanique, elle est fondée sur la similitude des conditions d'existence des membres d'une société et sur une forte conscience collective faite de croyances et de sentiments communs. La solidarité organique est-elle fondée sur la complémentarité des membres d'une société, du fait d'une forte division du travail? L'emprise de la conscience collective est dans cette société plus relâchée. Explicitons cette typologie. L'opérateur de cohésion sociale dans la société traditionnelle, c'est la conscience collective. Autrement dit, si les membres de cette société sont unis, attachés les uns aux autres et à leur société, c'est qu'ils sont animés de croyances et de sentiments communs. La solidarité mécanique tient à cette conscience collective qu'Émile Durkheim définit lui-même comme l'ensemble des croyances et des sentiments communs d'une même société. C'est une citation si vous voulez la noter. A l'inverse, dans la société moderne, l'opérateur de cohésion sociale, c'est la division du travail. La division du travail social. Si les individus sont solidaires, au sens premier du terme, c'est-à-dire s'ils sont liés les uns aux autres, c'est, nous dit Durkheim, qu'ils sont devenus dépendants les uns des autres. Nous allons y revenir dans un instant, mais avant cela, résumons cette distinction solidarité mécanique, solidarité organique à l'aide d'un tableau. On peut constater que, répétons, l'opérateur de cohésion, c'est-à-dire ce qui fait le lien, est différent dans les sociétés à solidarité mécanique, qui sont plutôt des sociétés, vous le voyez tout en bas, des sociétés traditionnelles. Il est différent dans les sociétés traditionnelles des sociétés, il est différent des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, cet opérateur de cohésion. Ce qui fait la cohésion dans les solidarités mécaniques, dans les sociétés à solidarité mécanique, c'est le partage de valeurs et de croyances communes.
Dans les sociétés modernes, ce qui fait le lien, c'est ce qu'on peut appeler en sociologie l'interdépendance fonctionnelle. Maintenant, le principe cohésif, ce qui fait le lien également, le principe au nom duquel les individus sont unis, eh bien, dans les sociétés traditionnelles à solidarité mécanique, c'est la similitude. Les membres de ces sociétés partagent des conditions d'existence similaires. Les membres de sociétés modernes à solidarité organique exercent, eux, des fonctions sociales complémentaires. Ils ont besoin, les uns des autres, nous allons y revenir dans un instant. Le principe cohésif est donc la complémentarité. Dans les sociétés traditionnelles, à solidarité mécanique, la division du travail, nous allons y revenir, elle est faible, alors qu'elle est forte dans les sociétés modernes à solidarité organique. Enfin, l'emprise de la conscience collective, elle est forte dans les sociétés traditionnelles à solidarité mécanique, évidemment, parce que c'est ce sur quoi repose le lien social dans ces sociétés, alors qu'elle est relâchée, plus faible, dans les sociétés modernes à solidarité organique. Ici, il est important de comprendre que le concept de division du travail social excède celui de division du travail au sens économique que vous rencontrerez un peu plus tard dans vos études. La division porte, nous dit Durkheim, sur le travail, j'insiste, sur le travail social. Car la division, elle affecte toutes les activités sociales, les activités productives au sens économique, mais également les activités politiques, les activités artistiques, judiciaires, scientifiques. La division du travail social renvoie, si vous voulez, à un processus de complexification de l'organisation sociale. Nous dépendons d'une multitude d'individus car nous exerçons dans les différentes dimensions de la vie sociale des activités complémentaires à celles des autres quand nous vivons dans une société moderne à solidarité organique. On va devoir expliquer ce point, c'est l'un des plus difficiles à comprendre. Et pour ça, on va simplifier à l'extrême. Dans la société traditionnelle, qu'était la société d'Ancien Régime, avant la Révolution française de 1789, la paysanne, qui était vraisemblablement notre ancêtre, travaillait dans les champs avec sa famille. Elle construisait elle-même sa maison et la route qui menait à sa maison. Elle accouchait elle-même de ses enfants. Elle les soignait elle-même, elle les nourrissait elle-même et elle les éduquait elle-même. Puis, elle était soignée, nourrie, enterrée par sa propre famille le plus souvent. Aujourd'hui, toutes ces activités que nous venons de mentionner, elles sont déléguées à des agents sociaux multiples, d'autres individus, des entreprises, des associations, des administrations publiques se chargent de tout ça. Par l'expression de division du travail social, Émile Durkheim désigne en fait la spécialisation accrue des individus et des groupes sociaux. Les fonctions sociales qu'ils remplissent sont de plus en plus spécialisées. Ils n'en deviennent donc que plus interdépendants, c'est-à-dire dépendants les uns des autres. Ils n'en deviennent donc que plus complémentaires. Par exemple, si mon ancêtre était cette paysanne qui faisait tout elle-même, bien moi, je donne des cours, c'est mon métier. Et c'est ce à quoi je consacre l'essentiel de mon temps d'activité professionnelle. Mais il m'arrive, à la différence de mon ancêtre, de recourir à d'autres individus, des entreprises, à des associations, des administrations publiques, pour par exemple réaliser des prestations de ménage, des prestations de cuisine, des prestations de bricolage, de la couture, pour m'habiller, je ne crée pas moi-même mes habits, pour me soigner, je ne me soigne pas moi-même. Autant d'activités que mes arrière-grands-parents, comme les vôtres d'ailleurs, effectuaient vraisemblablement par eux-mêmes. Moi et vous, nous externalisons, c'est-à-dire nous recourons au service d'autres personnes, quand nos arrière-grands-parents internalisaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout par eux-mêmes. Nous dépendons donc des autres bien davantage que nos ancêtres.
dans notre société, la complémentarité des individus est forte. Dans la société de nos ancêtres, cette complémentarité, elle était moindre. Le processus que Durkheim décrit à travers cette expression de division du travail social, ce processus, il peut être résumé par ce schéma. La division du travail social, elle procède par une spécialisation accrue des fonctions sociales exercées par les individus. Quand elle opère cette spécialisation, elle fait par exemple que moi, je n'exerce qu'une profession en particulier. Je ne crée pas mes vêtements, je ne crée pas ma nourriture, je ne crée pas plein de choses qui sont nécessaires à ma vie. Je fais des cours, c'est mon activité professionnelle principale. Comme tous les individus autour de moi font de même, ils se spécialisent, eh bien nous devenons, c'est la troisième bulle, nous devenons complémentaires et donc interdépendants. Nous dépendons les uns des autres pour vivre. Tout cela crée la solidarité que Durkheim appelle la solidarité organique. Avec ce schéma et le tableau de tout à l'heure, j'espère que nous avons fait un grand pas vers la compréhension de l'évolution des formes de la solidarité et nous pouvons résumer nos acquis. Émile Durkheim pense que le lien social a évolué de la façon suivante. Dans les sociétés traditionnelles, la solidarité était avant tout mécanique. Dans les sociétés modernes, la solidarité était avant tout organique. Voilà un peu le schéma global. Vous savez également distinguer ces deux formes de solidarité. Il ne faut pas toujours les opposer, il ne faut pas tomber dans un schéma évolutionniste, mais il faut retenir que dans la forme mécanique de la solidarité, l'opérateur de cohésion est la conscience collective, le partage de croyances et de sentiments communs, au premier rang desquels le sentiment d'appartenance commune. Dans une société traditionnelle, le principe cohésif, c'est-à-dire le principe sur lequel la cohésion sociale repose, c'est la similitude des individus. Ils sont unis, ces individus, parce qu'ils se ressemblent. Dans une société traditionnelle, disons à grands traits que la conscience collective est forte, alors que la division du travail est peu poussée. À l'inverse, la solidarité organique est le propre des sociétés dites modernes. Dans ces sociétés, je le rappelle, la division du travail social est poussée et la conscience collective plus faible que dans les sociétés traditionnelles. L'opérateur de cohésion, c'est bien la division du travail social et c'est ainsi que dans les sociétés modernes, le principe cohésif, je rappelle le principe sur lequel la cohésion sociale repose, le principe cohésif, c'est la complémentarité et non pas la similitude. Les membres de ces sociétés se ressemblent moins que les membres des sociétés traditionnelles. En revanche, ils exercent des fonctions sociales plus spécialisées. Ces fonctions sont complémentaires et en cela, ces individus sont interdépendants. Ils sont donc unis non pas parce qu'ils se ressemblent, mais parce qu'ils dépendent les uns des autres. Une fois cette synthèse effectuée, vos brillants esprits, avides de sociologie, bouillonnent et du magma informe de vos pensées tout aussi informes sortant de vos corps tout aussi informes. J'écris mes blagues, mais c'est une mauvaise idée. Vos cerveaux surgissent donc une question qui est passionnante, hein, puisque c'est moi qui la formule. Une question, quelle est la forme du lien social contemporain? Quelle est la forme de la solidarité contemporaine? Autrement dit, sur quoi le lien social dans notre société française repose-t-il? La réponse à cette question, quelle est la forme du lien social contemporain, elle doit être prudente et je propose la réponse suivante. Le lien social contemporain relève avant tout de la solidarité organique, mais il intègre des liens de solidarité
de type mécanique. Jusqu'alors, nous avions tenté de comprendre l'évolution des formes de solidarité. Nous allons maintenant les illustrer. On va d'abord montrer en quoi le lien social contemporain est avant tout de nature organique. La division du travail social est très poussée dans notre société. Je ne reviens pas sur ce point. Nous dépendons plus que jamais des autres. On va admettre ce fait sans donner ni fait à l'appui pour gagner un peu de temps. Mais si la solidarité organique est aussi dominante, c'est également parce que la conscience collective s'affaiblit. Et j'aimerais prendre le temps cette fois-ci d'illustrer ce point. Nous allons défendre l'idée suivante. Bien que des valeurs et des croyances restent en partage au sein de nos sociétés, je parle ici des sociétés européennes contemporaines, il semble bien que la conscience collective telle qu'Émile Durkheim l'a concevée s'effrite. Voilà ce qu'on va défendre comme idée. Pour en donner une preuve, nous pouvons nous appuyer sur la European Value Study de 2008. C'est une étude menée auprès de 70 000 personnes issues d'échantillons représentatifs de 47 pays du continent européen, dont la Russie et la Turquie et l'Islande, étude qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux valeurs des Européens. En quoi croient-ils ? Qu'est-ce qui compte pour eux ? Quelles sont les valeurs politiques et morales auxquelles ils croient ? Émettent-ils des jugements moraux ? Et si oui, sur quels principes ? Voilà quelques-uns des thèmes investigués par cette étude. En l'occurrence, la European Values Study montre, par exemple, que les religions et leurs principes ne sont absolument plus centraux dans le système de la grande majorité, dans le système de valeurs de la grande majorité des Européens. Ainsi, 55% des personnes interrogées sur ce qui compte pour elles estiment que le travail est un domaine très important de leur vie. Mais seulement 20% des enquêtés jugent que la religion l'est aussi. Pourcentage très faible, alors qu'on compte dans l'étude des enquêtés issus de pays où la religion est, semble-t-il, encore très implantée dans leur représentation et les pratiques. L'Italie, par exemple, l'Irlande, la Turquie, la Pologne. De façon générale, dans les analyses qu'il fournit sur la base des European Values Studies successives, il y en a eu plusieurs, la première date de 1981, le sociologue français Pierre Bréchon note un recul de l'adhésion à de grands principes communs, comme les principes religieux. Il explique ainsi, je le cite, « En Europe, on ne croit plus aux grands principes tout faits. Pour savoir où est le bien et le mal, seulement 25% des Européens dans l'Union européenne pensent qu'il faut toujours se décider selon des principes, alors que les autres pensent que le bien et le mal dépendent plus ou moins largement des circonstances. Il faut juger dans chaque cas, en fonction du concret et non de grands principes, dont les principes religieux. Le jugement moral, nous dit Pierre Bréchon, s'individualise. La morale est relativiste. Chacun se la concocte. Eh bien, le recul de la religion en tant que cadre moral et l'individualisation du jugement moral semblent constituer des preuves plutôt solides d'un affaiblissement d'une conscience collective homogène et unifiée, telle que la concevait Émile Durkheim. Je résume notre progression à travers ce schéma. Nous avons constaté un recul des principes religieux dans le système des valeurs des Européens. Nous avons également, avec Pierre Bréchon, constaté une individualisation du jugement moral de ces mêmes Européens. Tout cela
entraîne ce que l'on peut qualifier d'affaiblissement de la conscience collective. Et tout cela est un signe que la forme organique de la solidarité domine. Nous avons dit tout à l'heure que le lien social contemporain est avant tout de nature organique, mais qu'il intègre des liens sociaux relevant de la solidarité mécanique. La même European Values Study de 2008 nous permet de constater qu'entre 1981 et la date de l'étude 2008, le sentiment patriotique est resté constant, et ce, à des niveaux très élevés. À la question « How proud are you to be a Russian, a German, a French citizen ?» c'est-à-dire « Dans quelle mesure êtes-vous fier d'être un citoyen français, allemand, russe, etc. » Plus de 80% des répondants se sont dit fiers ou très fiers de leur appartenance nationale. Et c'est un pourcentage qui est très stable depuis les années 1980. Voilà un premier signe du fait qu'il existe des sentiments d'appartenance commune. En l'occurrence ici, le sentiment d'appartenance nationale semble vivace. Mais pour mieux observer la présence de la forme mécanique du lien social, il faut peut-être changer d'échelle et considérer des espaces d'intégration sociale, c'est-à-dire des espaces de production de liens, moins vastes que les sociétés globales. La solidarité mécanique, elle est à l'œuvre dans nombre d'institutions que les membres de sociétés contemporaines fréquentent encore ou à nouveau. Les églises, on en a parlé, mais aussi les syndicats, les partis politiques et les associations. Les membres de ces institutions partagent souvent une conscience collective vivace. Il en va de même pour celles et ceux qui se sentent appartenir à, par exemple, une communauté culturelle et ou ethnique. Nous pouvons penser aux identités régionales, les identités basques, corses, bretonnes, etc., ou aux identités ethno-culturelles relativement nouvelles qui sont revendiquées par certaines personnes en France, les Chinois, voire les Asiatiques en général. Je rappelle qu'il existe des associations représentatives des personnes asiatiques de France. Il existe également des associations qui visent à réunir et représenter les Sénégalais de France, par exemple, voire les Noirs de France. C'est le cas du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, ou les Juifs de France. Il existe par exemple une institution assez importante dans le paysage politique et associatif français qui ambitionne de représenter les différentes institutions juives en France. Il y a également des individus qui partagent une conscience collective vivace du fait de l'appartenance à ce qu'on appelle des communautés de style de vie. Il en existe de multiples, mais nous pouvons évoquer à ce propos les véganes, lesquels disposent de valeurs communes, vous les connaissez, qui sont entretenues par la fréquentation potentielle d'événements thématiques, des salons véganes, des festivals véganes, ou par la lecture de publications spécialisées, ou la fréquentation de lieux ad hoc, c'est-à-dire destinés à la pratique du véganisme. Ces quelques exemples, sentiment d'appartenance à des communautés diverses, culturelles, ethniques, religieuses, de styles de vie, etc., ces quelques exemples semblent attester que des liens qui relèvent de la société mécanique perdurent dans notre société. Et nous parvenons au terme de notre réflexion sur cet objectif d'apprentissage.
À la question « Qu'est-ce que l'individualisation ?», nous avions répondu que l'individualisation est un processus historique de transformation des sociétés modernes par l'autonomisation et la singularisation des individus les composants. Et nous avions mis en avant 2 exemples d'autonomisation et de singularisation. Eh bien, à la question « Comment les formes de solidarité ont-elles évolué dans les sociétés occidentales ?», nous répondons très simplement que des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, le lien social est globalement à grands traits. Évitons d'être trop mécanistes, évolutionnistes dans notre schéma de pensée, mais nous pouvons dire que globalement, le lien social est passé de la solidarité mécanique à la solidarité organique. Nous pouvons également affirmer que la solidarité mécanique repose sur l'existence d'une similitude des individus, des membres d'une même société, et le fait qu'ils partagent une conscience collective. La solidarité organique repose, elle, sur l'existence d'une division du travail social et d'une complémentarité entre les membres d'une société, et nous avançons enfin l'idée que, selon laquelle le lien social contemporain est avant tout organique, mais qu'il intègre quelques liens de solidarité mécanique. Dans cette synthèse, je fais le point sur les éléments de compréhension, mais n'oubliez pas que vous devez être capable d'illustrer l'évolution des formes de solidarité. Revenons à ce propos sur vos objectifs. À la fin de cette deuxième leçon en vidéo, vous devez être capable d'expliquer le processus d'individualisation et d'en donner des exemples concrets. Veillez à bien vérifier que vous en soyez capable. Et enfin, vous devez être capable d'expliquer l'évolution des formes de solidarité et d'en donner également des exemples concrets.